Bonjour à vous, chers participants, à ce live et ce webinaire de l'EduLab TV. J'espère que vous allez bien. Bienvenue et je suis content de vous retrouver dans des circonstances un peu particulières car, et oui, aujourd'hui, nous ne sommes ni chez nous, ni à l'EduLab, mais nous sommes bien à Inspiralia pour présenter à un public comment se déroule également notre webinaire et la façon d'organiser nos lives. Alors aujourd'hui, vous allez ici pouvoir voir justement un certain thème qui va être présenté par l'intervenant du jour qui est aussi un de mes collègues et mon responsable. Et j'espère que vous allez apprécier. Et c'est déjà l'occasion pour moi de pouvoir passer le micro à notre intervenant du jour, Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir ici en live à partir du salon Inspiralia. Aujourd'hui, la petite particularité, c'est qu'on est en direct d'une salle de conférence. Il y a un autre public que vous ne voyez pas. Donc, on est dans un Inception, en fait, Webinar Inside. Donc, aujourd'hui, on va prendre le temps de découvrir un e-portfolio. Mais avant de parler de l'e-portfolio, on va expliquer un peu toute la dynamique dans laquelle ce portfolio a été inscrit. Donc ici, je vais commencer à vous présenter les informations. Voilà, donc ici, le webinaire d'aujourd'hui va s'intituler « Prendre du recul et garder des traces avec un portfolio numérique ». Dans le chat, vous pouvez déjà nous dire si vous avez déjà utilisé des portfolios numériques. Ça peut être vachement intéressant déjà d'avoir un peu votre avis là-dessus. Alors, le portfolio numérique, il est né dans un projet bien spécifique, qui est le projet Teach Transition. Mes collègues qui sont à la modération vont vous envoyer tous les liens par rapport à ce projet-ci. Alors, Teach Transition, c'est un projet multipartenaire, donc en collaboration avec l'UMONS, l'Université de Lille, l'Eurométropolitan e-Campus et nous-mêmes, Technofuturtique. On est en train d'élaborer un prototype de certificat interuniversitaire en technopédagogie. Alors pourquoi ce choix? Parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de personnes ressources un peu partout en Wallonie qui cherchent parfois une certaine reconnaissance. Une reconnaissance de leur formation, mais de leur expertise en techno et pédagogie. Alors pour le moment, donc, on est dans une phase de prototype du projet. Donc on a la chance de pouvoir tester un prototype avec 15 participants. Il y a une participante ici dans la salle que je salue en même temps. Et donc, on a la chance de pouvoir tester un futur certificat avec un public de test. Et donc, on a l'occasion de réajuster des choses et de tester plusieurs ingrédients. Alors, ce prototype, donc il est en cours d'évaluation, il est en cours de test, en cours de co-construction. On a voulu centrer sur les besoins des participants. Vraiment, on ne voulait pas un certificat universitaire dans lequel on va écouter un formateur pendant 8 heures sur une thématique. Il est centré sur les besoins des participants, c'est-à-dire que les participants viennent chez nous avec un réel besoin et s'ils n'en ont pas, on va essayer de le faire émerger, de le créer avec eux. La durée de 8 mois, donc plus ou moins, c'est une petite année scolaire raccourcie. Et avec la crise Covid, on a voulu à la fois en distanciel et avec des techniques de comodalité pour que chaque participant soit vraiment à l'aise dans la participation. Tiens, très cher Jonathan, j'ai justement une question à te poser concernant ce certificat universitaire. Alors, la première, c'est à qui s'adresse-t-il exactement? C'est pour toute personne en lien avec des problématiques au niveau de l'éducation. On n'a pas voulu le fermer uniquement aux enseignants. On a voulu l'ouvrir vraiment à toute personne qui avait un responsable d'une ASBL en lien avec l'éducation pouvait participer à ce prototype. Donc ici, on est dans une phase de prototype. Après, il faudra pérenniser le projet. Il y aura peut-être d'autres règles par rapport à ça. À l'heure actuelle, c'est sur une région, sur la Wallonie et sur les Hauts-de-France, parce que c'est un projet Interreg. Mais tout le prototype sera en Creative Commons, donc on espère que d'autres instituts, universités ou hautes écoles se l'approprient pour pouvoir l'organiser à nouveau dans leur entité. Super, donc si vous avez envie vous aussi d'y participer, restez à l'écoute, peut-être que ça pourra vous intéresser dans un futur. Pour les participants qui sont à distance, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le placer dans l'onglet questions tout en haut à droite de l'interface et je repasse la parole à notre intervenant. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, ce certificat, on l'a voulu vraiment centrer sur les apprenants. Ici, j'ai choisi 3 ingrédients du certificat, mais il y en a d'autres. Tout d'abord, on a des personnes qui participent avec un réel projet. Je vais expliquer un peu davantage ce qu'on fait avec les projets des personnes. Puis, il y a toute une communauté de pratiques qui entoure ce certificat. Et enfin, il y a le portfolio qui est la thématique d'aujourd'hui. Mais pour bien contextualiser, je voulais vraiment présenter d'autres ingrédients avant pour bien comprendre le rôle du portfolio. Alors, le portfolio, ce n'est pas le cœur du projet, enfin, ce n'est pas le cœur du certificat. Le cœur, c'est vraiment le projet.
Alors les personnes, on les aide à élaborer un projet qui est soit individuel ou collaboratif, qu'on va nourrir avec des apports théoriques. Donc ce qui est chouette dans notre certificat, c'est qu'on crée des modules de formation à la carte, pas individualisés, mais on essaye un maximum en tout cas. Donc, si quelqu'un a un projet en lien avec la robotique, il va avoir des apports en lien avec la robotique, par exemple. Donc, il y a des apports qui sont communs pour tous. Il y a des MOOC à suivre proposés par l'UMONS, mais on a aussi des moments de formation dédiés pour chacun des projets. Je joue le rôle justement des participants dans le chat qui devraient avoir des questions. Ils sont un peu gênés aujourd'hui du fait qu'on soit dans une si belle salle. Jonathan, tu as cité déjà un exemple en robotique. Est-ce qu'il y a des projets là maintenant actuellement dans ce certificat qui ont déjà lieu et qui t'étonnent, qui te plaisent? Est-ce que tu as envie peut-être d'en citer un concret? Je peux en citer plusieurs. Il y a déjà, ce qui est chouette, c'est que soit individuel, soit collectif, il y a des gens qui se retrouvent dans le certificat et qui se disent, tiens, on a le même projet, enfin, plus ou moins le même, donc ils vont le co-construire. On a 3-4 enseignants qui veulent créer un référentiel d'activités en lien avec le futur référentiel du tronc commun, par exemple. Donc, ils anticipent et ils veulent créer toute une série d'activités. On a des projets plus particuliers. On a une personne qui veut créer une pièce, je ne sais plus comment le nom exactement, mais une pièce avec 3 projecteurs sur 3 murs d'idéation, je pense, parce que lui, il a des élèves d'origine syrienne. Et pour les faire verbaliser et les faire se sentir bien, il a envie de pouvoir projeter sur 3 murs l'univers dans lequel ils étaient avant de venir pour pouvoir s'exprimer, oraliser et aller vers la découverte du français aussi à terme, quoi. Donc on a des projets riches et variés. Ça, ce sont 2 exemples de projets que je peux te donner maintenant. Alors donc, ce projet, des apports théoriques qui sont aussi accompagnés par des coachs, c'est assez particulier aussi. C'est-à-dire qu'on on est coach 4-5 projets, donc on les accompagne, on répond à leurs questions, on essaye vraiment de leur trouver des astuces pour avancer. Il y aura des moments plus spécifiques comme un hackathon qui sera dédié aussi à l'apport de leur projet. Donc, on va ouvrir au public et le public va pouvoir alimenter leur projet sur un week-end aussi en trouvant des solutions à leurs problèmes. Et la COP, je vais en parler juste maintenant. Ah non, je vais d'abord présenter ce modèle ici qui a été aussi proposé par l'UMONS et qu'on présentera à la fin du prototype. Donc, ma collègue Sabrine Ousni et l'Université de Mons ont développé tout un modèle d'innovation en technopédagogie. Et ce modèle-là, en fait, ce sont les étapes dans lesquelles ils vont passer dans leur projet. Donc, ils vont l'appréhender, ils vont le concevoir, ils vont l'appliquer, ils vont l'évaluer, ils vont le réguler. Et tout ça, ça va être des ressources qu'on va produire et qui seront à disposition de tout le monde qui souhaite avoir un modèle d'innovation en technopédagogie. Alors, le deuxième ingrédient avant d'arriver au portfolio, c'est la COP. La COP, qu'est-ce que c'est? C'est une communauté de pratique. Avant de lancer le prototype, on a lancé une communauté sur laquelle maintenant, ce sont surtout des participants de la communauté qui ont décidé d'aller plus loin et qui sont inscrits au prototype. Alors, grosso modo, c'est ouvert à tous. Toutes les personnes qui sont dans le chat et toutes les personnes qui sont dans la salle peuvent s'y inscrire sans problème. Il y a 9 dates dans lesquelles on se rencontre en soirée. Ça dure 1h30. On ne dépasse jamais l'heure et demie. On arrive à bien gérer le timing. Et on va ensemble résoudre des problèmes en lien avec l'éducation. Donc, non seulement on a le projet, mais on a toute la communauté dans laquelle on se retrouve et on discute et on élabore, on cherche des solutions. J'ai une question, parce que j'y ai participé, mais j'aimerais bien aussi que tu permettes aux autres de se rendre compte finalement comment est-ce que c'est. Si tu devais dire 3 mots qui résument la philosophie de ces moments, ce serait quoi? Parce qu'on parle d'outils numériques, mais finalement l'humain, c'est important derrière ça. Qu'est-ce que tu dirais? Que ce soit dans le prototype ou que ce soit dans la communauté, il y a les mots bienveillance, il y a les mots plaisir, parce qu'à chaque fois on essaie de passer des bons moments ensemble. Et surtout, c'est en lien avec toutes les conférences qu'il y a eu aujourd'hui, c'est vraiment être dans une dynamique co-apprenante, c'est-à-dire une dynamique dans laquelle on va pouvoir apprendre ensemble et où tout le monde peut apprendre les uns des autres. Je vais davantage expliciter ceci. Je vais passer, alors je vais y revenir, je reviendrai. Ah non, pardon, j'étais un peu trop vite. J'ai dû enlever le slide sans le faire exprès. Hop, c'est pas grave. Au fait, ici, vous voyez un badge dans lequel tout le monde est membre au départ, donc on est tous sur un pied d'égalité. J'ai pas plus de statut qu'un autre au sein de la COP, sauf quand j'ai envie de prendre un rôle actif. Donc il y a différents rôles qu'on peut prendre. On a des facilitateurs, donc ce sont les personnes qui vont animer les réunions. Il y a les collaborateurs IT, ce sont ceux qui vont gérer les petits pépins techniques des autres. On a les documentalistes qui prennent note de tout et qui font des synthèses à la fin de la séance. Donc, on est tous sur un pied d'égalité et on a chacun des rôles si on souhaite prendre des rôles.
Ah, j'ai une première question dans le chat, je ne pouvais pas passer à côté. Anne-Pascale, merci de pouvoir nous la poser. Alors la question d'Anne-Pascale, Jonathan, et tu vas voir ici directement, c'est quelles sont les thématiques qui ont été abordées lors des 3 premiers cycles? Alors là, c'était les trois nouveaux cycles. Pour le moment, il y en a eu deux. Je vais en parler après. Mais l'idée, c'est qu'on a le premier cycle, on a élaboré un guide de bonnes pratiques pour arriver à motiver son équipe éducative. Donc ça, c'était le premier livrable qu'on a réalisé. Les livrables sont à disposition de tout le monde. Je vais les montrer après. Et le deuxième, on a splitté le groupe en deux parce qu'on avait des besoins différents. On a choisi deux problématiques. On ne choisit pas nécessairement une problématique. On choisit ensemble en fonction du moment ou en fonction des besoins. On a créé un outil de mutualisation de ressources en technopédagogie parce que ça nous semblait important de pouvoir mutualiser. Et on a justement créé une grille de critères pour choisir son portfolio. Donc je vais y arriver aussi maintenant. Donc ça, c'était les deux premières thématiques. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un frigo des problématiques. C'est un simple Padlet où les gens vont venir déposer tous les problèmes qu'ils ont. C'est un peu comme une salle des profs, mais dans lequel on va essayer de trouver des solutions. Et donc l'équipe qui va gérer le cycle de COP va soit proposer aux membres de choisir la problématique, ou alors parfois c'est l'équipe qui le choisit parce qu'il y a vraiment un réel attrait. Et donc on part d'un post-it dans un Padlet et on arrive à un guide avec un délivrable à la fin, parce que l'objectif, c'est qu'on puisse, à la fin de chaque cycle, pouvoir délivrer quelque chose, quoi. Et ici, mon collègue Romain, qui est dans le chat, va vous transférer le lien, donc vous pourrez aller voir directement le guide. En fait, c'est exceptionnel parce qu'il y a un petit côté ludique, il y a de la co-construction, il y a une bonne ambiance. Il manque plus finalement qu'une super chouette plateforme pour pouvoir faire tout ça. Est-ce que tu as encore quelque chose dans ta poche qui permette d'améliorer tout ce qu'on peut faire à distance avec ça? On a testé plein de choses, hein. Donc on est dans un prototype, et donc on a la chance de pouvoir tester des choses. On a commencé avec des Jitsi, puis on est passé sur des liens Meet, etc., etc. Et ici, la plateforme qu'on a choisie, c'est Gettertown. Et Romain, qui est à la modération, a créé tout un espace dans lequel on retrouve des salles par thématique, etc. Donc, ce qui se passe avec cet outil, pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? C'est que quand les personnes se connectent, elles ont un petit avatar et on circule. Et on peut créer des groupes. Donc, on va aller dans des ateliers, si jamais on va aller dans des ateliers. Et ce qui est amusant, c'est que quand on s'approche de quelqu'un d'autre, la caméra va se déclencher comme si je voulais parler avec toi. Et parfois, si on s'éloigne un peu, on entend un murmure aussi. Donc, c'est vraiment comme si on était dans la vraie vie. On essayait en tout cas de trouver des solutions, mais dans lesquelles ici, on a un petit avatar qui nous représente, quoi. Et mon petit doigt me dit que des réunions informelles sont déjà tenues dans ces lieux et que c'est tout aussi intéressant parfois que les thématiques qui sont abordées. Oui, il y a même un bar dans l'espace, hein, mais malheureusement, on ne sait pas se servir, mais il y a des espaces plus informels dans notre Gettertown. Anthony, qui est ici présent, l'a utilisé pour la First Lego League avec des enfants. Je sais que l'Université de Louvain a recréé une partie du campus aussi pour se retrouver dedans. Donc, on peut avoir plein d'utilisations différentes, justement, de cet outil. Et c'est pour tous les âges, et je crois que ça a fait le petit effet avec les plus petits comme avec les plus grands. Donc maintenant, on arrive au cœur de la présentation. J'espère avoir bien posé le contexte. N'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions ou même dans le chat, si jamais vous avez des remarques à dire par rapport à ce que je viens d'expliquer. Voilà, donc on en arrive au portfolio. Alors, à l'heure actuelle, on a testé deux versions. On a testé une première version pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans lequel on forme les conseillers numériques. Donc, on a testé un premier format, c'est celui qui est en bleu ciel. Après, tout à l'heure, j'irai un peu les ouvrir pour voir un peu à quoi ça ressemble. Et on est en train de tester une autre version, ici dans le prototype universitaire que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est celui en mauve. Alors, ces portfolios, ça a pris pas mal de temps pour les construire. On les a voulu vraiment utiles à l'apprenant. Les deux sont chacun liés à un référentiel de compétences. Le premier est relié au DISCOMP Edu, dans lequel, parce que l'objectif du portfolio, c'est que les personnes puissent se voir progresser aussi dans leurs compétences. Donc ici, le premier, on avait choisi le DISCOMP Edu. Pour le deuxième, étant dans un prototype avec des super équipes de l'Université de Lille et de l'Université de Mons, on a créé notre propre référentiel de compétences, en fait. Donc, comme le projet existe déjà depuis 2 ans, on a pu en amont créer des choses vraiment, vraiment sympathiques. Et je vous transférerai, on va vous transférer tous les liens après. Donc, on a créé notre référentiel qui s'appelle le NUMEFA, comme le prototype à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été analyser un peu tous les référentiels, le DISCOMP Edu, on a été regarder les référentiels canadiens et les autres, et on a été chercher ce qui nous intéressait le plus
pour créer notre propre référentiel. Donc, vous allez voir dans les portfolios, c'est important que je vous l'explique maintenant pour que vous puissiez vous en rendre compte après. Donc, ça, c'est notre référentiel. Et Romain est en train de les envoyer dans le chat. Alors, quel portfolio? Il faut savoir qu'il y a différentes sortes de portfolios aussi. Il y a des portfolios de présentation, où on va présenter les meilleurs produits. On retrouve surtout ces produits-là dans les études en architecture ou en photographie. Des portfolios d'apprentissage, où on a vraiment un espace où l'apprenant va pouvoir se voir apprendre et pouvoir se situer face à ses apprentissages. On a des portfolios d'évaluation, ici où on va plutôt montrer à l'apprenant qu'il a évolué face à des connaissances et des compétences. Et des portfolios de développement professionnel, on retrouve ça aussi dans des études comme l'architecture, ce genre de choses, où on va pouvoir mutualiser tous les travaux dont on est fier. Alors les portfolios, ça existe aussi en primaire, en maternelle primaire, dans certaines écoles qui ont décidé de transformer l'évaluation, parce qu'on est souvent dans des évaluations sommatives ou certificatives qui sont parfois très frustrantes pour les enfants, mais il y a des alternatives comme le portfolio ou encore la pédagogie du chef-d'œuvre. Et nous, on avait vraiment envie que nos participants vivent des systèmes d'évaluation plus proches de l'individu. Alors oui, pardon. Nous, notre portfolio, il reprend une partie d'apprentissage, une partie d'évaluation et une partie de développement professionnel. Moins de présentation, en tout cas. Alors pourquoi un portfolio? Parce que contrairement à des évaluations, je prends un exemple qu'on a tous les deux dans les écoles, souvent on reçoit une évaluation, on la corrige, ça prend déjà une semaine, puis on va la rendre à l'apprenant, et puis il a son feedback 15 jours après, il ne se souvient même plus qu'il avait fait cette évaluation-là. Et donc on a un feedback qui arrive très loin par rapport au moment de réalisation. Donc nous, on a voulu vraiment un outil qui permet à l'apprenant de réfléchir et structurer sa pensée, d'apprendre et se regarder apprendre, de pouvoir communiquer avec les autres, de garder des traces surtout de tout ce qu'ils ont appris pendant un certain laps de temps, qu'ils puissent s'auto-évaluer aussi, et grâce à tout ça, de pouvoir se développer professionnellement. Moi, j'ai une question à me poser. Est-ce que ce portfolio, est-ce qu'il est déjà accessible ou est-ce qu'il pourrait être accessible dans un futur proche pour d'autres personnes qui ne faisaient pas partie de ces formations? Le nôtre, on est toujours en train de le tester. Donc, à mon avis, d'ici mai, il sera tout ce qu'on crée dans le projet Teach Transition est en Creative Commons. Donc, d'office, on délivrera tout ce qu'on est en train de réaliser. Donc, si certains veulent déjà la version qu'on a aujourd'hui, pourquoi pas, même si elle n'est pas encore optimale et qu'on peut encore l'améliorer. Mais l'objectif, c'est vrai ce sera de partager tous nos différents outils. Alors, dans la COP cycle 2 de l'année passée, justement, on a essayé de trouver des critères pour choisir un outil de portfolio. Je ne sais pas si dans le chat, vous avez eu l'occasion de nous dire les outils que vous utilisez. Parce qu'il y en a pléthore. Il y en a qui sont faits pour les portfolios et puis il y en a qu'on peut utiliser pour faire un portfolio. Et donc, il y a plein de critères auxquels on n'avait pas pensé avant en choisissant l'outil. Des critères d'accessibilité. Est-ce que c'est accessible facilement? Est-ce que je peux facilement le remplir? L'archivage. Est-ce qu'il y a moyen de sauvegarder ce qu'on a fait? Si quelqu'un supprime, est-ce qu'on a perdu tout le portfolio? L'auto-évaluation. Est-ce qu'il y a des portfolios qui sont déjà reliés à des référentiels de compétences, donc dans lesquels on peut automatiquement s'auto-évaluer? Puis il y a la question du prix aussi. Est-ce que je veux mettre un certain prix dans le portfolio? Le feedback, ça nous semblait important de pouvoir aussi donner un feedback en tant que formateur ou tuteur en direct dans le portfolio. Droit de lecture. Est-ce qu'on veut que les copains puissent aller lire le portfolio des autres? C'est toutes des questions auxquelles on s'est posées. Et donc, la grille n'est pas totalement terminée, mais ça aussi, on va la publier sur le site Teach Transition, donc vous aurez toute la grille complète. Je vois qu'on propose CISO dans le chat, c'est aussi un outil qu'on avait essayé d'analyser. Donc, il en existe plein. Il y a CISO, classe dojo chez les plus petits. On peut utiliser, je vais montrer. Donc au départ, nous, on était partis sur 3 premières idées, en sachant qu'il en existe d'autres. Donc toutes les idées proviennent des gens de la communauté. La première, c'était Mahara, qui était utilisé à l'Université de Lille, et qui est un outil de portfolio pour universitaire et pour haute école, qui est directement relié à un référentiel de compétences. La différence qu'il y a, c'est que par exemple, Mahara, il faut l'héberger localement, quoi. Donc des universités ou de haute école peuvent le faire facilement, mais après, des écoles secondaires ou primaires, c'est déjà un petit peu plus complexe. On avait pensé à Doudoc, de l'atelier des chercheurs, qui a été élaboré par les tiers-lieux éducatifs français. Alors ça, Doudoc, même si vous ne voulez pas l'utiliser comme portfolio, je vous invite à aller vraiment regarder ce que c'est, parce que ça permet de documenter tous les projets d'une même école. Ça s'installe en local aussi, mais sur un simple ordinateur.
Et de par une tablette, une webcam, un micro, etc., on peut collecter tous les projets ou toutes les informations que les apprenants veulent faire. Dans mon école, parce que je suis toujours instituteur primaire, c'était vers ça que je voulais peut-être aller pour le portfolio, parce qu'ici, je vous montre des portfolios pour adultes, mais je pense que pour une école, c'est vers celui-là que j'irai. Alors par contre, aujourd'hui, le portfolio qu'on va vous présenter, on l'a utilisé avec Book Creator. J'expliquerai un peu pourquoi on a utilisé Book Creator et quels étaient les avantages. Avant de plonger dans le portfolio, il y a d'autres outils qu'on peut relier au portfolio et qu'on a envie vraiment de relier, ce sont les Open Badges. La première fois que j'ai suivi une information sur les Open Badges, c'était organisé par Formaform, justement. Donc l'idée, c'est de relier les savoirs ou les compétences que les personnes ont développées par des Open Badges qu'on va octroyer. Je ne sais pas si tout le monde connaît les Open Badges ou pas. Alors, dans la première version, c'était des badges qu'on octroyait nous-mêmes avec un sheet, par exemple, ou un Excel. Et puis maintenant, on a vraiment envie d'aller avec un système comme Open Badge Factory et Open Badge Passport, vraiment octroyer des vrais badges que les gens peuvent s'octroyer quand ils auront estimé qu'ils ont acquis une réelle compétence. Je ne sais pas si tu as des questions, Lo. Non. Toujours pas, je guette le chat, j'essaye de les faire interagir. Je leur propose également de nous envoyer une petite réaction s'ils ont envie de te dire un petit mot amical pour que je les cite. Là, il y a Bertrand Hibert qui nous dit moi, j'utilise Dodoc en mode serveur et c'est très bon. Tant que j'ai le micro, ici, peut-être que je me permets ici cette petite précision. Sisao, nos collègues canadiens, ils adorent. Ils ont fait je ne sais pas combien de tutos dessus et je me suis d'ailleurs aussi permis de partager en fait une chouette vidéo de Sylvain Duclos qui fait une app un jour qui peut être très utile également dans un cadre de formation. Je vous conseille d'aller regarder ce qui s'y fait. C'est vraiment une mine d'or. Alors, il y a Mathieu également qui nous dit est-ce que c'est facile à déployer pour une école avec des collègues novices? Est-ce que tu te vois faire ça avec des collègues novices tels que maintenant, toi, Jonathan? Dodoc, c'est très très facile. Il faut l'installer sur un ordinateur ou un serveur. Bon, si on n'a pas de serveur, on le met sur un ordinateur. Et puis après, on peut rejoindre, grâce à un QR code, l'application par un smartphone ou une tablette. Ou on peut même créer sa petite table déjà avec sa webcam, etc. Donc c'est assez simple d'utilisation. La prise en main aussi est assez simple. Donc oui, je le conseillerais même pour une école primaire largement. Donc pour ça, j'ai réalisé un Book Creator pour un projet tuning. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi Book Creator? Maintenant, je vais aller directement dans les portfolios pour vous les montrer. Donc je vais faire un petit partage d'écran. Il va y avoir un petit effet. Hop, voilà. Inception. Alors pourquoi on a choisi Book Creator? Parce que nous, un portfolio, il y a des écoles qui utilisent toujours des portfolios papier. Et on avait envie d'avoir un format livre quand même si c'est un livre numérique. On a choisi cet outil aussi parce que il est très simple de prise en main. Il y a pour l'apprenant, en gros, il y a deux boutons. Un pour mettre des objets et un pour customiser les objets. Donc même avec des enseignants ou des conseillers, on voulait quelque chose d'assez simple. Et puis surtout, ce qui nous intéressait, c'est que tous les portfolios peuvent être rangés dans une bibliothèque. Donc ils peuvent les customiser. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils peuvent aller voir les portfolios des copains. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une bibliothèque de portfolios. Alors là, tout de suite, on en arrive aux questions. Et en primaire, est-ce que je vais laisser un autre élève aller voir ce que l'autre a appris? Moi, je dis oui, mais vous allez voir, c'est déjà un frein dans certaines écoles. Moi, je ne veux pas ça. Donc voilà, il y a tous des freins aussi dans nos habitudes, nos habitudes de l'évaluation ou l'habitude pour les parents, en tout cas, si on se retrouve dans le primaire. Est-ce qu'un parent peut aller voir ce qu'un autre copain a appris? Donc ça, c'est toutes des questions à se poser. Donc, c'est vrai que quand on va vers des pédagogies innovantes, on casse les murs et on les ouvre, que ce soit pour ses collègues ou que ce soit pour les parents. Alors, le premier portfolio qu'on avait créé, je vais directement le montrer parce que j'avais demandé si je pouvais le montrer. Donc, c'est différentes pages dans lesquelles il y a des pages que nous, on a figées. Donc, on explique ce que c'est qu'un portfolio, quels sont les objectifs du portfolio. On a mis le lien vers notre référentiel. Et ce qui est chouette avec Book Creator, c'est qu'on peut venir mettre des liens qui sont directement intégrables. Donc, on peut aller revoir les référentiels de compétences qu'on avait développés avec les personnes. Donc, à chaque moment, ils peuvent aller se rappeler les différentes compétences qu'on vise, en tout cas dans la formation. Ici, le portfolio que je vous montre, c'était un parcours de 3-4 mois où on voulait que les apprenants se voient grandir. Donc, c'était 3-4 mois de formation dans laquelle tu as participé, Laurent. Tu as donné un module de formation. J'étais un peu vite, pardon. Oups.
Des critères de progression, on leur a dit, ben voilà, au départ, quand on maîtrise pas du tout une compétence, ben on a un nouvel arrivant dans la compétence. Et donc l'objectif, c'est de vous faire avancer. On voulait pas que tout le monde devienne des pionniers nécessairement, qui est le modèle C2, le niveau C2, mais c'était que tout le monde puisse avancer. Et donc c'était important qu'il y ait ce sentiment de pouvoir progresser dans les différentes compétences. Alors, on a changé quelque chose, vous verrez, dans la deuxième version, qui est déjà qui a un peu changé ici. Donc ici, on avait les petites cases qui sont figées, les petites étoiles qu'elles peuvent déplacer pour dire comment ils se sentent par rapport à la compétence et comment ils se voient évoluer. Ici, c'est le résultat final de la participante. Donc, on espère que avant, elle était dans une étoile, elle était par exemple B1 dans certains trucs et qu'on l'a aidé à progresser. Donc, on a été vraiment sur de l'auto-évaluation pour permettre aux apprenants de se regarder et avancer, quoi. Puis on a toujours des pages un peu de moins à partager, ça c'est surtout pour la prise en main du portfolio. Et puis après, ils pouvaient collecter, donc on avait donné des conseils pour bien remplir le portfolio. Qu'est-ce que je peux mettre dedans? Une action de formation, une réalisation, une expérience de terrain, des obstacles, mes nouveaux apprentissages. Et pour chaque module de formation, ils pouvaient venir déposer leur réalisation ou leur problématique, etc. Donc ça pouvait être du texte, ça pouvait être des vidéos, ça pouvait être des images. Et dis-moi si je me trompe, mais en plus, la première slide en fait, de personnes qu'on a formées à ce niveau-là, c'était pendant le confinement. Donc, on a dû s'adapter à une situation distancielle. Et est-ce que finalement, ça a eu un impact sur l'utilisation de ce portfolio? Oui, tout à fait. Cette formation-là, elle était normalement en présentiel et au dernier moment, on a du tout basculé à distance. Mais le fait d'avoir un portfolio, heureusement qu'on n'a pas un portfolio papier, mais le fait d'avoir un portfolio numérique, effectivement, ça a permis de créer du lien entre les participants qui peuvent aller voir les portfolios des autres et créer du lien entre le formateur et le participant qui peut aller voir comment il avance et créer du lien entre les formateurs aussi parce qu'on était plusieurs formateurs et l'idée c'était de savoir qu'est-ce qu'ils avaient vu avec le précédent ou pas. Et donc aussi à la fin, on octroyait des petits badges parce qu'ils avaient une mission à réaliser pour chaque module. Donc voilà un peu le portfolio qu'on avait créé avec cette première salve de participants. Le deuxième, on l'a un tout petit peu amélioré, on a changé certaines petites choses, même si on était déjà assez content de ce qu'on avait créé. Quelques petites différences sont par exemple le fait que on a mis des to-do list. Ici, on n'est plus sur le même référentiel, donc on a intégré le référentiel NumEFA dans lequel on est dedans. On a gardé les mêmes critères de progression pour les compétences parce qu'on s'est dit, ça marche pas mal, pourquoi les changer? C'est les mêmes que quand on apprend les langues en néerlandais, en néerlandais, anglais. Quand on apprend une langue, on est B1, on est C2, etc. Donc, c'est une participante qui m'a fait la remarque, je n'avais jamais fait attention. Et par contre, ici, on a mis 2 lignes cette fois-ci pour se rappeler où on était. Donc, il y a un moment d'auto-évaluation au début d'apprentissage, et puis après, on verra la progression. Même si on a fait des captures d'écran, on savait le faire, hein, mais ça va un peu plus de sens pour les personnes. Je ne sais pas si tu as des questions, Laurent, dans le chat ou... J'ai un truc intéressant vraiment à dire et ça va te faire plaisir. En fait, il y a Vinciane qui est dans le chat et qui participe justement à ce live et elle te dit concernant le fait que ça ait pu l'aider à progresser, elle a dit tout à fait. Voilà, c'est marrant d'avoir une participante en direct. En plus, Vinciane, c'est le tien que j'ai montré. Donc, voilà, un petit témoignage en direct qui n'était pas prévu non plus. Donc, l'idée, c'était vraiment que ce soit à votre service et que ce soit au service de tout le monde. Bon, ici, on a changé un peu les catégories parce qu'on n'est plus dans des modules directement. On a intégré des outils de prise de notes. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'on peut mettre plein d'informations en lien qu'on a envie de leur proposer. Je vais aller vraiment vers la fin. Par exemple, ici, on a intégré une liste de contacts pour qu'ils puissent rester en contact entre eux. Donc, quand on clique, c'est une zone cliquable. La mutualisation des ressources. Pourquoi pas avoir un endroit où on mutualise toutes les ressources qu'on connaît. Donc, à chaque fois, il y a des liens qui renvoient vers d'autres outils. Donc, ça, c'est important aussi pour nous de pouvoir avoir un outil qui soit le plus ouvert vers l'extérieur, quoi. Et aussi, avant de vous laisser la parole pour les questions, c'est peut-être aussi l'occasion pour moi de vous dire si ça vous plaît, ce genre d'organisation. Eh bien, la prochaine thématique hors portfolio, eh bien, ce sera l'utilisation d'Instagram et des réseaux sociaux dans un cadre d'apprentissage avec notre collègue Cassie Enaf pour pouvoir eh bien, justement se demander comment est-ce qu'on peut intégrer ces différents supports et on vous partagera également le lien. Donc, en tout cas, moi, je remercie tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et j'espère vous voir nombreux dans nos prochains webinaires. N'oubliez pas aussi que vous pouvez nous proposer des thématiques, donc ça aussi on est ouvert, donc n'hésitez pas à nous proposer dans le chat des thématiques de webinaires qui vous intéresseraient. Voilà, petit mot pour la fin, merci à tous.
à toutes les personnes qui étaient présentes avec nous pour assister à ce live un peu original et vraiment spécial parce qu'on était dans un très bel endroit. On vous remercie chaleureusement. On vous donne déjà rendez-vous pendant le mois de décembre pour la prochaine édition. Un grand merci de nous avoir écoutés et passez une très bonne suite d'après-midi. Au revoir.